Bienvenue Jean sur le podcast Postadem. Salut Charlotte. Je suis ravie de t'accueillir ici. Est-ce que tu es en forme pour parler de stratégie finance avec moi aujourd'hui? Je suis né pour ça, je suis prêt, j'attends ça depuis des jours. Parfait. Écoute Jean, du coup, pour mettre un petit peu tout le monde dans le contexte, on s'est rencontrés dans un mastermind d'entrepreneurs. Et donc, c'est là que j'ai découvert ton parcours, puisqu'à un moment, tu as posé ta dème. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très pertinent qu'on puisse en discuter. Tu vas nous raconter ça. Et je suis très contente qu'on puisse échanger sur le sujet des finances, parce qu'en fait, quand on veut poser sa dème, en tout cas se reconvertir, il y a deux enjeux. Il y a de trouver le projet qui va nous faire vibrer, qui va remplacer notre job actuel. Et il y a le fait d'être sécurisé financièrement. Donc, si tu veux, aujourd'hui, chez Postadem, nous, on aide les personnes à trouver un job mieux payé, à se rémunérer avec leur activité indépendante. Mais le sujet vraiment, la sécurité financière et du patrimoine, on ne l'aborde pas. Donc, c'est vraiment top qu'on puisse en discuter tous les deux aujourd'hui. Bah écoute, avec Voilà. grand plaisir. Voilà. Génial. Et bien, écoute, pour commencer, ce que je te propose, puisque ici, peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent, mais il y en a sûrement aussi qui ne te connaissent pas, c'est que tu racontes qui tu es aujourd'hui et ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici. Ok, avec plaisir. Bah écoute, pour le coup, Post-Adem, c'est vraiment marrant. D'ailleurs, on n'en a jamais trop parlé ensemble, mais c'est un sujet qui me parle énormément parce que j'ai une particularité qui, à mon avis, est pas si peu partagée. D'ailleurs, pas mal de monde dans ma situation. C'est que je me suis jamais senti vraiment bien au travail, en fait. J'ai vraiment beaucoup souffert de ça pendant les 10 premières années de travail de ma vie, en gros de mes 20 ans à mes 30 ans, si on simplifie un peu le truc. Et j'ai eu un parcours assez atypique que je vais te résumer pour ceux justement qui connaissent pas. Mais ce qu'on voit dans ce parcours, c'est que j'ai passé mon temps à poser ma dème. Non, mais c'est vrai que c'est souvent ça. Donc en gros, après, j'ai eu un bac complètement à l'arrache que j'ai sauvé les 15 derniers jours avant le bac. Je me suis rendu compte que j'allais la rater et j'ai bachoté comme un malade les matières les plus importantes pour le. Voilà, et je l'ai eu à 10,33, tu vois, j'ai vraiment sauvé. Et derrière, en fait, je suis parti, je faisais beaucoup d'arts martiaux à l'époque, et je suis parti en peloton d'intervention de gendarmerie parce que je voulais essayer de vivre de cette passion, être dans le lien, etc. J'ai fini major de ma promotion en gendarmerie, mais je suis parti assez rapidement parce que la mission, vraiment la mission était extraordinaire. J'avais la chance d'être dans une unité top avec des gens super intelligents et des missions complètement dingues. Mais le cadre d'emploi, et je crois que c'est vraiment le sujet de Postalem, c'est le cadre d'emploi, c'est-à-dire les traditions que j'avais là-bas, le fonctionnement de cette institution faisait que bah, c'était une galère absolue, quoi. Enfin, c'est entre autres spécifiquement pour la gendarmerie, tu travailles 10 jours d'affilée, tu as 4 jours n'importe quand, tu choisis pas tes vacances, il y a le mariage de ton frangin, tu sais même pas si tu peux y aller un mois avant. Voilà, je pense que tout ça, ça parle à plein de gens. Donc je décide de changer. Et moi, j'avais vraiment cette volonté d'être dans un métier vocation, quelque chose qui me plaisait. On m'avait éduqué un peu par rapport à ça. Donc je passe de la gendarmerie. Alors, petit passage, j'ai un accident moto juste après la gendarmerie. Je fais un an de rééducation et je me lance quand même dans mon projet qui est de devenir pompier. Et donc, après un an de rééducation, je passe le concours des pompiers de Paris, je deviens pompier de Paris et je finis deuxième de ma promotion. Donc tu vois, à chaque fois, je m'intègre bien dans le système de ce qu'on me demande, je comprends bien comment ça fonctionne. Et là encore, je vais partir encore plus rapidement, mais exactement pour la même chose. La mission des pompiers de Paris et tout ce qu'on pouvait faire au quotidien, j'ai pas besoin de le vendre, c'est juste extraordinaire. Mais le cadre d'emploi, tiens, j'en parlais encore ce midi avec mon équipe, euh, il était, pour moi, il était pas bon. Il était néfaste. Il y avait cette espèce de tradition de, je suis pas bien dans un truc, mais je vais faire chier les autres à refaire ce qu'on m'a fait à moi et continuer comme ça des raisonnements un petit peu stupides. Donc je pars des pompiers de Paris. Donc je pose madame, tu vois, la deuxième fois là, tu vois, c'est pour ça que je dis, je vais être un spécialiste de ça. Serial démissionnaire, quoi. Ouais, c'est ça la missionnaire, c'est pour ça que je suis le cas parfait. Et là, je prends la liste des métiers, et c'est vraiment au premier degré. Hein. Je savais tellement pas quoi faire de ma vie que je prends la liste des métiers et je raye, tu vois, je dis ah non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et c'est comme ça que un peu par hasard, donc on fait la version courte, je me retrouve topographe géomètre. Donc en gros, mon métier c'est de faire des plans, de faire des plans. Alors soit de dessiner sur des plans ce qui existe, soit de dessiner, de faire des marques sur le sol pour dessiner ce qu'on a mis sur les plans. Je fais la version courte de ça. Topographe géomètre, et il se passe la même chose. La mission, bon, alors c'est pas les pompiers de Paris, c'est pas les pelotons d'intervention, mais la mission est intéressante. Je suis à la fois sur mon ordinateur, à la fois à l'extérieur, les chantiers évoluent, donc c'est sympa. Mais je me retrouve à travailler de 5h du mat à 19h, à être en déplacement. Au bout d'un an, j'ai réussi à avoir 4 augmentations tellement voilà, j'ai poussé au niveau du patron. Mais au bout de 4 augmentations, j'ai 1 300 € de salaire, tu vois, pendant que mon patron, lui, part en vacances en Suisse, aller voir sa copine, etc. Tu vois. Donc, il y a une espèce de truc qui fait que ça cale toujours pas, et je pose madame, encore une fois, et c'est comme ça que je tombe dans le milieu de l'immobilier. Je deviens agent immobilier en juin 2008, et petit à petit, d'agent immobilier dans l'ancien, je vais être agent immobilier dans le neuf,
Donc je vends dans un premier temps, c'est je vends ton appartement à quelqu'un d'autre. Et dans un deuxième temps, c'est un promoteur qui construit et moi je vais vendre son appartement. Et après, juste après ça, je vais démarrer. Donc là, j'ai à peu près 33 ans, je crois, c'est en 2014, si je dis pas de bêtises, 32 ans. Et je vais démarrer ma première société dans l'achat-revente immobilier et je deviens marchand de biens. Donc je fais toujours ça aujourd'hui. Je suis marchand de biens lotisseur promoteur avec mon associé. Donc là, tu vois, j'ai posé madame un gros paquet de fois. Et en fait, ce qui est le cœur de tout ça, parce que finalement, marchand de biens, ça a été une opportunité. J'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, tu vois, qui serait présenté. J'ai juste trouvé, j'ai eu l'impression que dans ce métier, il y avait tous les critères qu'on recherche, c'est-à-dire un peu plus de liberté, un peu plus de. Et d'ailleurs, ça tombe très bien. Transition parfaite. Le mastermind où on s'est rencontrés, donc celui de Romain Collignon. J'arrête pas de lui faire de la pub dès qu'on parle de ce sujet parce que une des devises du mastermind, c'est revenu, liberté, impact. Donc ça nous parle beaucoup à nous. Ouais. Et quelque part, c'est un peu ça. C'était de dire, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de revenus pour pour avoir plus de possibilités. En fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet argent. Et potentiellement, la façon dont je vais pouvoir m'organiser et vivre va m'amener beaucoup plus de liberté. Et avec ce revenu, ces libertés, je vais écrire mon œuvre de vie et je vais voir ce que j'ai envie de faire de ma vie et avoir de l'impact sur les gens. Voilà, donc c'est un sujet qui nous parle. Donc voilà, mon parcours, c'est un petit peu ça. Et c'est ce qui fait que je me suis souvent rendu compte que, et c'est marrant qu'on dise ça, parce que c'est un mail que je voulais écrire récemment, à la question justement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Jean? Donc je t'ai dit qu'à l'époque, je savais pas quoi répondre. Et c'est pas que je savais pas quoi répondre, c'est qu'en fait, je savais quoi répondre, mais qu'à chaque fois que je répondais à cette question, ça collait pas avec la question, parce que la question, c'était qu'est-ce que tu veux faire pour gagner de l'argent? Parce que c'est ça qu'on te demande. On te demande de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, assumer tes charges, enfin, tu vois, c'est des trucs absolument basiques. Et moi, toutes les réponses que j'avais, elles répondaient pas à ça. Elles répondaient, c'était, j'ai envie de voyager, j'ai envie de passer du temps avec ma famille et mes amis, j'ai envie de lire un bon bouquin, j'ai envie de faire du sport. Enfin, voilà. Bon, je pense que quand je dis ça, je parle à tout le monde. Enfin. Et donc, en fait, après, les dernières années n'ont été une succession d'actions pour essayer de me rapprocher de cette idée-là, de cette forme de liberté-là, de ce mode de vie, euh, avec cette idée que je devais plutôt utiliser le système plutôt que de m'éloigner du système, que de refuser le système. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être un peu obligé de découvrir tous les fonctionnements des différentes finances à court terme, à moyen terme, à long terme, pour favoriser ma situation, parce que forcément, si tu es au bon endroit avec le bon fonctionnement, c'est ce qu'on va un peu évoquer juste après, et ben en fait, tu peux avoir des revenus plus importants que ceux à quoi on est habitué, avec un mode de vie beaucoup plus, avec beaucoup moins de contraintes et beaucoup plus de liberté que ceux à quoi on a été éduqué et habitué. C'est un peu ça qui m'anime et qui a donné un petit peu tout le reste du projet et de ma vie en général, quoi. Voilà. Écoute, c'est une super présentation. Je découvre que tu es vraiment un serial démissionnaire. Effectivement, je ne savais pas à ce Ouais, point-là. c'est ça, tout le monde ne sait pas, Donc, effectivement. toi, ta place ici, on va instaurer un compteur de démission et puis on fera un concours de qui en a le plus. Écoute, non, c'est c'est très clair. Et en fait, c'est marrant que tu parles de ces trois, tu vois, la liberté, l'impact, le revenu, parce que c'est une question que j'aime bien poser parfois à des amis Ouais. sur comment ils hiérarchisent en fait ces différents éléments. Et je rajoute un quatrième qui est la reconnaissance. Toi, comment tu hiérarchises entre revenu, impact, liberté et reconnaissance? Qu'est-ce qui te drive le Euh, plus? alors, les trois premiers, parce que j'ai déjà réfléchi aux trois premiers, et le quatrième, je vais te dire ce qui me vient dans la foulée. Les trois premiers, en fait, je les hiérarchise pas, je les mets par. Pour moi, c'est une chronologie. C'est-à-dire que ma compréhension, tu vois, du cerveau reptilien fait que, nos réflexes primaires, fait qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est compliqué. Tout est possible, hein, mais on n'a pas 4 jours, hein, il faut qu'on arrive à rentrer ça dans le podcast, donc je fais la version simple. Hein. Ok. L'idée, c'est de dire que c'est compliqué pour toi de te poser la question de ta liberté si tu n'arrives pas à manger. Ouais. Tu vois, donc chez nous, manger, c'est avoir des revenus. Tu vois, encore une fois, on fait simple. Donc en fait, pour moi, en fait, tu es obligé de répondre à minima à la notion de revenu en premier. Et quand la notion de revenu est arrivée à un point suffisant, tu te poses la question de la liberté. Et quand la question de la liberté est à un point suffisant, tu te poses la question de l'impact. Ça ne veut pas dire que tu te poses que l'un puis que l'autre, etc. Tu vas pondérer. Et enfin, au bout d'un moment, quand tu gagnes suffisamment de revenus, tu vas t'intéresser beaucoup plus à ta liberté. Mais c'est pas pour autant que tu vas faire n'importe quoi et avoir zéro liberté quand tu es au début de ton parcours, tu vois. Mais Ouais. je les vois vraiment enfin, en tout cas dans ma vie, ça a vraiment été quelque chose d'assez chronologique. C'est le revenu, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir pour ne pas pouvoir me réaliser. Ouais. Quand il y a eu ce revenu minimum, j'ai mis un peu plus de liberté et tu vois, et tu manges un peu tout ça. Et idéalement, au bout d'un moment, ton revenu, ta liberté, c'est plus du tout une question et tu es juste en train d'essayer de changer le monde. Tu vois, si vraiment je fais des choses. Et probablement que tu trouveras des exceptions de gens qui se foutent complètement de leur liberté, de leur revenu et la seule chose qu'ils ont en tête, c'est
quoi qu'il en coûte, c'est d'impacter le monde. Mais en général, ces gens-là, on en parle sur Netflix quelques années après. Ok. Donc voilà pour les 3 premiers. Et la reconnaissance, je suis assez psychorigide là-dessus, et c'est ce qui me rend service à la fois que ça me dessert, c'est que la plus importante, c'est l'image que j'ai de moi. Ce qui fait qu'en fait, ma névrose à moi, qui fait à la fois ma réussite et ma difficulté au quotidien, c'est que du matin au soir, je m'efforce de prendre toujours la décision la plus juste. Alors, ça pourrait se définir pendant des heures, hein, les philosophes se feront un grand plaisir. Mais ce qui fait que ce qui compte, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'arriver à être toujours dans la décision la plus juste, que ça soit pour moi, pour mes proches, pour mes équipes, pour la planète, pour ce que tu veux. Alors, ça veut pas dire que tu y arrives, hein, loin de là, hein, parce que on est des humains assez classiques, mais elle se fixe là pour moi la renaissance. Elle est pas, la reconnaissance. Tu vois, elle est pas tellement vis-à-vis des autres parce que, bah, je pense que c'est quelque chose d'assez subjectif et qui évolue beaucoup. Donc, je sais pas. En général, si moi j'ai pris la bonne décision, mon entourage aura cet effet de reconnaissance tu vois, Ouais, par je contre, vois. enfin, tu vois l'idée. Ouais, je vois. Ok, ok, ok. J'ai une autre question aussi pour toi sur Ouais, l'évolution qu'il y a eu justement de ton côté. Si on fait un espèce de, tu vois, de flashback ou de avant-après, tu sais, comme les photos de sport, là, le avant-après, ben là, on va ouais. prendre Jean avant-après, il y a 10 ans et aujourd'hui. C'est quoi les différences majeures entre ces deux personnes-là, en termes déjà de manière objective, la vie qu'il vit, et puis Ouais. surtout comment il se sent et comment en tant que personne il a progressé. Ouais, ben je pense que ça va être notre fil rouge. C'est pas fait exprès, c'était pas prévu, mais je pense que ça va être notre fil rouge du podcast. C'est Revenu Liberté Impact. C'est que si tu veux, donc dans les gendarmerie, 800 € net par mois, logé, nourri, logé à 3 dans un appartement, nourri à la maison de retraite du coin. Pompier de Paris, 1000 € net par mois. Topographe géomètre, 1300, ce que je te disais. Agent immobilier, quand je démarre, c'est la crise des subprimes, donc je gagne rien du tout. L'autre job, dans le neuf, c'est un peu augmenté. Je crois que j'arrivais vers les 2000 €. Aujourd'hui, j'ai plusieurs fois ce revenu-là. Et donc, naturellement, tu te doutes que quand tu as plusieurs fois ce revenu-là, tu n'as pas les mêmes vacances, tu n'as pas les mêmes restos, tu n'as pas les mêmes possibilités, etc. Donc, en termes de revenus, en termes de mode de vie, je suis pas voiture, mais je roule en Tesla, tu vois. Enfin, donc c'est forcément, naturellement, des possibilités. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'argent. C'est un outil qui permet des possibilités supplémentaires dans ta vie. Après, si t'es un con, ça te changera pas. Tu seras un con quand même. Et je vois l'argent comme la notoriété. C'est deux choses que j'aime bien comparer. Pour moi, c'est des effets leviers. Donc, tu vois, ça va t'amener plus d'opportunités, mais si tu es un mauvais gars avec de l'argent, tu feras des mauvaises choses. La notoriété, ça va t'amener plus d'opportunités, plus de problématiques également. Tu vois, c'est un peu Mm. ça. Je fais un peu le parallèle entre les deux. Donc ça, c'est revenu. Liberté, bah, comme je suis passé sur des projets que j'organise, tu vois, que j'ai pris en main en ayant posé madame, et ça a pris du temps avant que je trouve le bon truc, bah, j'ai une capacité d'organisation qui est assez dingue. J'ai une assistante personnelle, comme tu le sais, à temps plein. J'ai des équipes autour de moi. Et donc, je te dirais pas que je travaille peu, c'est pas l'idée, mais si je veux, je peux. Simplement, la vérité, c'est que je suis extrêmement épanoui dans ce que je fais. Enfin bon, c'est marrant de te dire ça à toi parce que en fait, je sais que tu le sais déjà, mais on est mordu de ce qu'on fait. Donc en fait, me demande pas de m'arrêter. Ce qui est la grande différence avec avant. Moi, je me rappelle, je parlais de cette anecdote justement ce midi au pompier de Marie. À la fin, quand je savais que j'allais partir, je regardais depuis la fenêtre, je voyais le bus passer depuis la caserne. Et c'était le bus que je devais prendre. De mémoire, c'est le 104 ou le 114, je me rappelle. Je me rappelle de ce bus, tu vois, et je dis, j'avais juste envie d'être ailleurs, quoi. Alors que c'est un métier extraordinaire, mais j'avais juste envie d'être ailleurs. Aujourd'hui, c'est pas le cas, tu vois. Enfin, il y a une engueulade avec ma compagne pour rigoler, c'est que moi, je déteste les jours fériés, tu vois. Et voilà. Quand tu commences à dire ça, les gens te prennent pour un fou, mais en fait, non, parce que je suis très content de partir en vacances et je suis très content de revenir de vacances. Mm. Donc, en gros, c'est une notion d'épanouissement et une notion super importante que j'ai découvert il y a 4-5 ans, c'est la notion d'alignement. C'est-à-dire que c'est tout bête un peu, mais je suis en adéquation, ce que je fais est en adéquation avec mon projet personnel autant que mon projet professionnel. Ça a du sens économiquement d'un point de vue professionnel et c'est complètement aligné avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Tu vois. Et dès que tu es dans cet alignement, voilà, c'est un sujet récurrent qu'on a, bah, en fait, tu es trop content d'être là, quoi. Mm. Enfin, voilà, il n'y a pas plus de sujets. Et après, au niveau de l'impact, bah, là, c'est le grand sujet vaste, c'est le dernier sujet, donc c'est le grand sujet. À mon avis, on n'en a pas fait encore assez, on n'aura jamais fait assez. Mais ben, par exemple, sur la partie formation, ben, on espère que ce qu'on fait va pouvoir aider, impacter, et probablement c'est ce à quoi on va essayer de participer aujourd'hui, entre autres. Tu vois. Ok, tu vois, cette notion d'alignement, souvent, c'est en phase aussi avec la notion de mission. Je ne sais pas si Mhm. c'est un mot qui te parle ou pas, mais si oui, comment tu l'as définie, toi, ta Ouais, mission alors là, aujourd'hui? fallait pas me lancer là-dedans parce que je suis très dur avec.
C'est pour ça que je te demande Euh, déjà si tu es aligné avec le mot. Ouais, non, je suis, si tu, bon, là, je vais pas marquer des points. Je suis assez nihiliste dans cette partie-là. C'est-à-dire que si tu veux, moi, je suis assez convaincu que toute notre vie, tout ça, ça sert. Alors, je vais nuancer, hein. Il y a une grosse dualité dans ma façon J'ai hâte d'entendre ça. voilà, je suis là d'abord, je vais vous choquer et pour après vous ramener à quelque chose de point. Moi, je pense que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Donc, pourquoi? Si tu prends un peu de recul à l'échelle de la planète ou à l'échelle de l'histoire, Charlotte Apieto et Jean Laplace, bon, franchement, voilà, je suis désolé Charlotte de te l'annoncer comme ça. On va raccrocher. Voilà, si tu prends encore plus de recul, système solaire, univers, tu te rends bien compte que c'est bon, voilà, on a beau essayer de donner le max, mais cependant, une fois que tu as dit ça et que tu as accepté ça, ça n'empêche que on a quand même un temps extrêmement précieux qui est à l'échelle de notre vie et qu'on doit essayer de le remplir de choses merveilleuses parce que c'est quand même ce qui est le plus sympathique. Et donc ma mission, c'est juste ça, je m'efforce juste d'être la meilleure version de moi-même pour avoir juste enfin, voilà, le plus de plaisir, le plus de sens par rapport à mes valeurs, mais bon, c'est assez basique en fait, mais ça n'a pas besoin d'être très compliqué pour être complexe en fait. Tu vois, c'est la nuance, elle est. Ah, voilà, je suis désolé. Voilà, je t'avais dit, il fallait pas me lancer sur ça Ah part ouais. philosophie de comptoir, hein. Non, ça, voilà, mais je pense que c'est ça, c'est des choses assez simples, Ok. mais qui sont finalement dures à tenir au quotidien. Tu vois, Ok. cette histoire d'être juste, cette histoire de faire les bonnes choses, etc. C'est très simple à dire, hein, c'est vraiment basique, tu l'as dans. Ouais. Mais après, vas-y, fais-le au quotidien, c'est autre chose, C'est quoi. ça, tout à fait. Ok, Voilà. ok, ok. Écoute, on est parti sur des sujets très philosophiques, Cette effectivement. simplicité, on va la retrouver dans les investissements. Je le dis maintenant, tant que j'y pense, on pourra en reparler Eh bien, derrière. transition, justement, Ah, excellente génial. transition. On va imaginer quelqu'un qui écoute aujourd'hui le podcast et qui est dans la situation de Jean il y a 10 ans. La situation financière, Oh, professionnelle, le pauvre. etc. Ok. On arrête de tout casser, Jean. Ouais. Ah non, tu galères là, mec. Vraiment, t'es vraiment dans la galère. Ok, Mais tu vois, j'imagine. il dit, franchement, quand j'écoute le avant-après de Jean, un peu comme les transformations physiques aussi, tu sais, Ouais. j'aimerais vraiment en être là. Et du coup, Ok. pour toi, alors je dis 10 ans, mais peu importe, et d'ailleurs, cette personne qui écoute, elle peut avoir ton âge aujourd'hui, ou être plus âgée aujourd'hui, ou plus jeune, peu Ok. importe, tu vois. Ouais, ouais. C'est quoi la stratégie simple? Je parlais de simplicité, c'est ça que je recherche aujourd'hui. La stratégie expliquée de manière simple Ouais. pour arriver à l'après. Ok. Là, c'est parti, tu as 30 minutes. Alors, la première partie, dev perso tout bête, mais en fait, si on n'en parle pas, c'est un vrai mensonge. Je pourrais te donner toutes les clés. La vérité, c'est que la première chose à faire, et c'est probablement ce qui fait la plus grande différence quand on regarde les gens dans notre entourage, entre ceux qui sont effectivement épanouis, qui ont réussi, alors on peut débattre pendant 3 podcasts de la réussite, mais tu vois, voilà, ceux qui ont réussi et les autres, la première chose, c'est cette fameuse phrase qui dit: «On est adulte quand on prend l'entière responsabilité de sa vie». Hmm. Je sais plus qui elle est, je me rappelle jamais de qui sont les citations, mais on s'en On va fout, dire elles que sont c'est de bien. nous. Voilà, non, pas du tout. Non, je crois que c'est un mec bien en plus. Et je pense que la première des choses, c'est ça, c'est que si tu veux que ça change, toi qui es Jean d'il y a 10 ans, si tu veux que ça change, il faut vraiment que tu aies cette conscientisation et cette acceptation de ce projet-là et que tu acceptes que tu es le responsable de ça. C'est-à-dire il faut sortir de cette idée que oui, mais tu comprends, t'as pas eu de chance, t'as pas eu de machin. Enfin, moi, j'en ai plein sur toute ma vie où effectivement, si j'avais eu les informations, ça aurait été mieux. J'aurais pu faire plus court. Voilà, j'en parlerai à mon psy, mais globalement, il m'appartient toujours aujourd'hui, si je veux voir un changement, de le mettre en place et de le faire de manière. En fait, il faut bien comprendre que ce type de changement, c'est chiant à faire. Il y a pas d'autre mot. C'est du travail, c'est dur, c'est vachement plus facile d'arriver le soir, de se coller dans le canapé et d'allumer Netflix, quoi. Mais il y a vraiment cette notion d'effet cumulé, c'est-à-dire de comprendre que toutes ces petites actions que vous allez vous efforcer de faire les unes après les autres vont faire une énorme différence à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, à 30 ans, c'est colossal. Vous êtes plus du tout avec les mêmes personnes parce que vous vous comprenez plus. Il faut vraiment le voir comme ça. Donc je pense que la première des choses, et probablement la plus importante, c'est ça, c'est d'accepter la responsabilité de ce projet, de le conscientiser et de le prendre à bras le corps comme on prend un travail. Voilà, et donc de se donner rendez-vous tous les dimanches 1 heure, enfin voilà, chacun s'organise comme il veut, une demi-heure par jour pour dire c'est quoi mon objectif, je veux quoi, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la vision, c'est encore une fois pas du tout de moi et très connu. Vous imaginez cet après, à quoi il ressemble, vous l'écrivez, vous le décrivez, vous le traduisez en fait justement en termes de revenus, de possession matérielle, d'environnement, pardon, d'agenda, tu vois, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on va chercher, c'est là la partie qui devient un peu plus intéressante, on va chercher quelle est la stratégie, quels sont les moyens pour arriver à ça.
Donc forcément, déjà, en fonction des réponses, en fonction des objectifs, il va y avoir des réponses très variées, mais on va pouvoir en sortir des règles générales, en tout cas pour ce qui est de la partie des finances, quoi. Mais c'est vraiment important qu'il faut commencer par ça. Parce que je peux te donner toutes les clés du succès, voilà, de toutes les stratégies financières. La grande vérité, c'est on le voit dans nos élèves, tu vois, on a des centaines d'élèves. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est jamais parce que la technique, elle marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même, Mmh. enfin, c'est plus à démontrer. C'est qu'en fait, les gens, à un moment donné, ils ont eu une bonne raison et ça leur appartient de ne plus continuer, de ne plus essayer, quoi, tout simplement. Bah, c'est pareil chez nous où quand tu es dans une démarche active pour ta reconversion, tu prends la responsabilité de Mhm. changer de voie, de définir ce que tu veux faire. Donc Exactement. c'est un mindset complètement différent qui peut prendre du temps à s'acquérir et c'est aussi pour ça que bah, tu vois le travail qu'on fait et que c'est un travail un petit peu Bien sûr. d'éducation, d'évangélisation à tout ça. Et au plus on se confronte à un nouveau sujet, au plus ça devient naturel. Donc c'est ça qu'on cherche à obtenir. Et j'aime beaucoup ce petit pas. J'espère que ça va pouvoir vous aider, mais je crois qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que en faisant ce choix-là, vous faites le choix, c'est un choix qui est obligatoire, c'est celui de choisir quelle difficulté vous allez avoir. Mm. Et vous aurez forcément des difficultés. Donc encore une fois, c'est pas de moi, hein, je suis qu'un mec qui répète tout ce qu'il a entendu, mais je trie, c'est ça qui est bien. Je dis pas tout ce que j'entends, je dis ce qui me paraît bien. Heureusement. Voilà. Et puis voilà, c'est un podcast qui est court, tout ça, faut pas. Donc voilà. Donc et en fait, l'idée c'est comprendre. Si vous faites le choix de la facilité, vous aurez les difficultés de la facilité. C'est vraiment fondamental. Les difficultés de la facilité, c'est effectivement de pas se taper tout ce que la stratégie impose, mais c'est que vous n'aurez pas les moyens financiers, la liberté d'emploi du temps, l'épanouissement personnel, etc. Vous vivrez dans cette difficulté-là d'être la moitié de vous-même, quoi, en fait, d'être dans cette frustration que vous connaissez peut-être aujourd'hui, etc. Si vous choisissez l'épanouissement, vous aurez les difficultés de l'épanouissement. C'est-à-dire de se battre au quotidien pour arriver à cet objectif-là et puis maintenir cette qualité de vie, voilà. Et donc, dans tous les cas, vous aurez des difficultés. Et le jeu, c'est de choisir. Pour moi, c'est ça le jeu de la vie, c'est de choisir les difficultés qu'on va avoir. Okay, ça revient à cette responsabilisation. Ça, c'est le premier élément. Mais il faut comprendre qu'en fait, dans tous les cas, ça va être difficile. C'est juste à vous de voir est-ce que vous voulez une petite difficulté jusqu'à la fin de votre vie, avec une retraite vraiment désagréable, de gens qui se réveillent soudainement, ou est-ce que vraiment, voilà, vous voulez peut-être avoir une plus grosse difficulté là, mais derrière une vie tellement plus épanouie, quoi. Mm. Ça me parle complètement. Ok, ok. Donc une fois qu'on a Alors, travaillé sur ça financièrement, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on gagne de l'argent, Jean? Dis-nous tout. Alors, voilà, comment on fait, Jean? Alors moi, j'ai essayé de trouver j'ai essayé parce qu'on me pose souvent la question, les amis me demandent toujours, bon, ok, dis-moi comment devenir riche. J'ai essayé de trouver une réponse universelle. Donc bien sûr, dès qu'elle est universelle, je dis pas qu'elle est bateau, mais c'est d'avoir un plan, de comprendre un plan. Pour moi, c'est une forme de pyramide d'action. Donc c'est toujours des actions. Vous comprenez, on est toujours dans cette notion d'action, d'initiative. Ça doit venir de vous. C'est votre responsabilité. Donc c'est des actions. Et on va juste les mettre en fait dans un ordre un petit peu chronologique. Donc c'est une pyramide d'action dans lequel on va distinguer le bas de la pyramide et le haut de la pyramide. Ok. Le bas de la pyramide, c'est plutôt ce qui sert, c'est plutôt la partie défensive de la stratégie, la partie plus passive de la stratégie et la partie plus long terme. Et le haut de la pyramide consiste uniquement à accélérer le bas de la pyramide. D'accord? Jusque-là, ça va, c'est assez C'est clair. clair. Et dans le bas de la pyramide, on va trouver des choses extrêmement simples, extrêmement bêtes que vous connaissez, mais ce sont souvent ces choses-là qui déconnent le plus chez les gens. La première des choses, c'est que bien évidemment, vous allez essayer d'avoir un revenu, et le meilleur des revenus, le plus gros des revenus, enfin ça voilà, merci Jean de nous l'avoir expliqué, mais c'est bête à dire, mais il faut le rappeler, c'est que ça marche comme ça, parce qu'en fait la prise de conscience que vous devez avoir, c'est qu'on est dans un système capitaliste. Et ça, c'est pas une profession voilà, philosophique ou politique que je vous fais, c'est un constat. On est dans un système capitaliste et pour l'instant, c'est pas prévu de changer. Donc c'est un système qui fonctionne sur le capital. Donc on va se concentrer en fait sur cette idée-là et l'utiliser. Une fois que vous avez vos revenus, il va falloir avoir un budget. Le budget, c'est dire que vous comprenez en fonction de vos revenus et vos dépenses, vous comprenez où partent les choses et vous allez vous débrouiller pour que à la fin vous soyez excédentaire et que vous ayez de l'épargne. Encore une fois, c'est super simple. Mais combien d'entre vous, sincèrement, se sont posés sur un tableau Excel ou une petite feuille de papier et ont fait la liste de leurs dépenses par rapport à leurs revenus et savent exactement, en fonction de chaque mois de l'année, combien ils vont gagner. Et là, tu tombes déjà à moins de 5% de la population, et je suis gentil. Et c'est ça qui va être fondamental. C'est de commencer par ça. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver avec une épargne là je te fais la version courte pour pas qu'on y passe 3 plombes, on va mettre l'épargne de survie, l'épargne de sécurité, l'épargne machin, etc. Et on va commencer à mettre en place les 2 couches supplémentaires de la partie du bas. La première,
c'est de remplacer votre livret A par ce qu'on appelle un portefeuille permanent. Ça va être un grand sujet dans le mastermind. Donc le portefeuille permanent, pour faire une version, là, je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer dans le détail là, mais en gros l'idée c'est que tu vas mettre cette épargne sur typiquement une assurance vie, quelque chose, voilà, un support comme celui-là, et on va le placer sur des actifs financiers extrêmement sécurisés qui nous permettent d'avoir statistiquement des rendements autour de 10%, je fais encore une fois la version courte, par an. Et surtout, ce qui va être super important, c'est de laisser l'argent dans ce portefeuille et de réinvestir les intérêts qu'on va avoir. Donc, en utilisant deux choses, c'est un, le fait de suivre le marché de façon passive. Alors, là, typiquement, aujourd'hui, on n'a pas le temps de suivre. C'est passionnant cette partie-là, mais on n'aura pas le temps de le voir. De suivre le marché de façon passive, c'est ce qui nous permet d'avoir 10% et de les intérêts cumulés. Tu prends n'importe qui a entre 20 et 30 ans, il met quelques centaines d'euros par mois, à sa retraite, il est millionnaire. C'est mathématique, ça vient pas de moi, ça a été prouvé par c'est le système qu'utilisent les universités comme Harvard pour faire travailler leur argent. Ils ont la plus grosse partie de leur argent, c'est de leurs ressources, c'est justement leur revenu financier. Donc ils ont fait travailler tous leurs docteurs en économie, leurs docteurs en mathématiques, et tout ce qu'on dit là, c'est tiré de ces publications-là. Donc on va pouvoir avoir des rendements à 10% avec des intérêts composés, qui fait que vous préparez déjà le très long terme beaucoup plus facilement. Premier point. Deuxième point, deuxième stratégie, donc là on a utilisé le principe des intérêts composés. Le deuxième, c'est l'effet levier. C'est les deux grandes stratégies du capitalisme. Les effets leviers, c'est tout simplement le fait d'emprunter. Et donc ce que vous allez faire, c'est que tout simplement vous allez profiter de vos revenus pour emprunter et faire des investissements immobiliers, donc typiquement l'investissement locatif. Là, on est tout juste à la limite entre le haut et le bas. Parce que si vous êtes en bas, simplement vous allez acheter un appartement, 2 appartements, 3, 4 appartements dans toute votre vie. Mais on va dire, vous prenez 4 appartements, je fais des chiffres tout bêtes, vous prenez 4 appartements à 250 000 euros que vous achetez tous les 5 ans. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué à faire. Et ça veut dire que 20 ans plus tard, vous êtes millionnaire. Et la conclusion, là, tu vois, de cette première partie, tu es encore là parce que tu as figé, je sais pas si tu m'entends encore. Ah, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Ah, j'ai peut-être perdu Charlotte. Alors, je suis là. C'est le moment de boire un coup. On va voir si Charlotte revient. Non, je suis là. Ah, t'es là, génial. Bon, j'ai Charlotte qui est là, mais qui m'entend pas. C'est très bien, comme ça, je vais pouvoir faire le podcast tout seul. Alors, ce qui est intéressant, Charlotte m'entend, mais moi, j'entends pas. Bon, on va voir s'il revient. Je te finis l'histoire de la première partie. En fait, ce qu'il va falloir comprendre dans cette première partie, c'est que le but de tout ça, c'est de comprendre qu'à la fin de votre vie, si vous regardez votre patrimoine, il faut que la plus grosse partie de votre patrimoine soit constituée par vos investissements. Et c'est ça l'élément le plus important, la plus grosse prise de conscience à avoir, c'est que le plus gros de votre patrimoine doit être fait par vos investissements et la minorité doit être fait par vos revenus. Vos revenus, ils ne servent uniquement qu'à assumer vos charges au quotidien. Et vos investissements, eux, permettent vraiment c'est vraiment troublant de parler tout seul, ils permettent de faire le plus gros de votre capital. Ça, mathématiquement, ça se démontre que non, je te vois pas, Charlotte, et je t'entends plus. T'es figé. Tu me regardes avec beaucoup de sérieux. Ok, donc on a été coupé et j'étais en train juste de vous faire la fin de la première partie. Donc la fin, globalement, pour résumer ce qu'on disait, histoire de remettre dans le truc, alors vous aurez tout en une fois. Les deux points qu'on va utiliser sur le long terme, c'est les intérêts composés dans ce fameux portefeuille permanent qui va vraiment vous mettre à l'abri pour à minima pour la retraite, idéalement avant, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de dire capitalistiquement, on est complètement autonome et on a des revenus qui tombent en passif sur le très long terme. Et le deuxième effet qu'on va utiliser, c'est la force de l'effet levier, donc des investissements locatifs. Et ça, c'est un effet qui est transitoire entre le bas et le haut de la pyramide, parce que soit vous n'avez pas d'appétence à l'argent, vous n'êtes pas fan de tout ça, c'est pour ça que la réponse se veut universelle, et vous allez juste vous efforcer, voilà, ça sera la corvée, on l'a dit, on choisit nos difficultés, de faire un achat, 2, 3, 4 dans votre vie. Soit vous voulez attaquer le haut de la pyramide dont on va parler juste après, et là vous en mettez 1, 2, 3 par an, et vous mettez à fond, et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de patrimoine, beaucoup plus de rente, etc. Ce qui m'amène justement à cette deuxième partie, c'est que toutes les stratégies du haut de la pyramide sont des stratégies qui sont faites en fait pour générer plus de revenus, plus de capital, pour réinjecter dans le bas de la pyramide. La finalité de ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on dépend plus du travail et on se retrouve dans le capital. Et donc, on gagne, en revenus parce que, bien sûr, on a un patrimoine conséquent qui génère plus de revenus.
et on gagne en liberté parce qu'on n'est plus dans cette obligation de pointer aux 35 heures avec un patron qui nous plaît pas, ou d'être dans notre business qui est peut-être pas stable, ou enfin tout ce que vous pouvez là, voilà, vous êtes chez vous, écrivez sur une feuille, écrivez sur une feuille à quoi ça correspond pour vous. Mais c'est de répondre à cette problématique-là de l'urgence, de l'obligation de la contrainte. Et ça, il y a que le fait de se préparer grâce à l'argent qui nous permet après de nous poser nous les vraies questions et d'attaquer les autres parties directement. Okay, donc vraiment cette première partie du bas de la pyramide. Sur le haut de la pyramide, on va avoir plein de choses plus actives qui vont être en fonction de vos profils. On va avoir de la bourse. Donc, alors, la grosse différence entre le portefeuille permanent et la bourse du haut de la pyramide, c'est que dans un cas, on est dans ce qu'on appelle de la gestion passive et dans l'autre cas, de la gestion active. La gestion passive qu'on a pour but, en fait, uniquement de suivre le marché. Et comme on est dans un marché, encore une fois, capitaliste, c'est un marché de croissance. Vous faites ces 10% de par an, je rentre pas dans les détails, mais vous faites ces 10% de par an de manière, un ado suit l'algorithme, il suit la règle tous les mois d'arbitrage du portefeuille, ça se fait tout seul. Voilà, quelqu'un qui aime pas l'argent, ça lui prend 10 minutes par mois, vraiment, des vraies 10 minutes, pas des 10 minutes. Vous vous connectez, vous arbitrez les trucs et vous passez à la suite et c'est réglé. La bourse active, c'est différent. Là, on va utiliser des configurations graphiques, de la statistique, de la probabilité. On va jouer comme un bon joueur de poker pour dire là, normalement, je suis censé plus gagner que perdre, et on va mettre des règles après de ce qu'on appelle de money management. Donc c'est des choses voilà qui là comme ça c'est du charabia, mais si tu me donnes 3 heures pour te l'expliquer, c'est assez simple pour tout le monde, qui vont faire qu'avec une petite routine de bourse, et bien en fait on va pouvoir avoir des rendements assez dingues à la fin de l'année. Alors ça m'amène à une parenthèse, c'est en fait quand on raconte pour tout ça, le on se dit toujours, mais ça existe vraiment tous ces trucs-là, et c'est ce qui a été affreux pour moi, et ça vraiment je vous le dis, c'est hyper important à comprendre, c'est que petit à petit, quand j'ai découvert toutes ces choses-là et que j'ai vu qu'elles étaient vraies, qu'elles fonctionnaient, que c'était pas de la, comment on appelle ça, que t'étais pas en train de jouer au casino, etc. En fait, mon affreuse conclusion, c'était de me rendre compte qu'on nous avait volontairement, alors le volontairement, il est mal, c'est hashtag complot, mais en fait, on nous a pas appris les bonnes choses à l'école, tu vois. Et c'est quand on parle aux gens, c'est tellement loin de ce qu'on nous a expliqué qu'en fait, ça paraît soit être faux, soit être trop merveilleux. Et la réalité, c'est que c'est juste que les gens qui le savent l'ont gardé pour eux là-haut, tu vois, un peu, c'est espèce de... ouais, je complot, désolé. Mais c'est vraiment ça, tu vois, on se rend compte que le portefeuille permanent, c'est une mécanique extrêmement simple, qui est saine et qui est à la portée de tout le monde. Je pense que tout le monde devrait l'avoir, autant les gens qui aiment l'argent que les gens qui aiment pas. Et pourquoi, en fait, ça prend une journée à expliquer à l'école? Pourquoi on n'a pas une journée pour nous expliquer ça, tu vois? Bien sûr. Voilà, c'est tout Ok. bête. Donc après, dans la foulée de tout ce que tu vas avoir de l'achat-revente immobilier qui permet de faire des plus-values absolument extraordinaires. Tu peux faire l'équivalent d'un salaire annuel sur une seule opération. On va avoir, je te l'ai dit, la bourse, les crypto-monnaies, créer une entreprise, c'est un sujet illimité, mais la création d'entreprise, on le sait très bien, en plus de vous apporter une forme de liberté, un alignement, etc., ça peut amener des revenus, encore une fois, illimités, ça dépend de ce que vous réussissez à faire très rapidement. Et tout ça, va être un système qui va permettre d'alimenter le bas de la pyramide. Et petit à petit, c'est un cercle vertueux qui fait que le patrimoine étant plus gros, les activités étant de plus en plus intéressantes et de plus en plus alignées, la question ne se pose plus sur le revenu, il se pose sur la liberté, il se pose plus sur la liberté, il se pose sur votre impact. Okay, donc il y a vraiment cette espèce de mécanique-là. Et chacun va pouvoir répondre et faire la métaphore que j'utilise, là, c'est la carte du restaurant. C'est-à-dire que toutes les stratégies qu'on va avoir entre le bas de la pyramide, c'est toutes les possibilités que vous avez. Et en fonction de votre appétit, de votre appétence à l'argent, de votre mode de vie, je vais avoir Kevin, 22 ans, qui va être multimillionnaire avec l'immobilier en 2 ans. Et ok, c'est ok, il va pouvoir le faire. Et je vais avoir, je sais pas moi, Janine qui est infirmière, qui adore son métier, mais qui a envie de prévoir la suite. Tu vois. Et donc chacun va pouvoir adapter ça, mais prendre la responsabilité de sa stratégie financière. Ce qui est super important, c'est ça. C'est prendre la responsabilité de votre stratégie financière, tout comme vous devez faire du sport et prendre votre nutrition en main, bien dormir la nuit, être gentil avec vos parents. Et vous devez aussi prendre votre stratégie financière en main. Ça vous appartient, c'est tout. Vous pourrez pas vous réveiller un jour en disant ah bah zut, c'est compliqué quoi. Ok, écoute, très clair. Il y a plein de sujets, plein de questions. J'avoue qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ouais, c'est la grosse difficulté. On va faire, pour ce podcast, on va faire du 20-80, tu vois. Et ma question va aussi porter sur le 20-80. Je suis là, je me dis, ok, il y a plein de mots qui me font un peu peur là-dedans et qui me font rêver en même temps. Et du coup, ce 20-80, donc 20-80, c'est les 20% d'actions qui vont amener 80% des résultats. Pour toi, c'est quoi? Sachant que quelque chose qu'on apprend chez Postalem, et certainement toi aussi, c'est la stratégie des petits pas. C'est que je ne vais pas chercher à tout révolutionner d'un coup. Donc, c'est quoi mes petits pas? Sur quoi je me focus en premier?
Je t'en donne plusieurs et chacun prend un peu ce qu'il veut. Un peu tout ce qu'on a dit, mais en fait, c'est tout simple. C'est commencer par le début de l'histoire. La première chose, c'est accepter la responsabilité de votre vie. Je le redis parce qu'en fait, tu vois, j'allais tomber dans le mécanique, dans le technique, mais la réalité, c'est que si vous commencez par ça, tout le reste viendra. Donc peut-être prenez une demi-heure, ou que ce soit même dans la voiture ou à la maison, ou voilà, enlevez un épisode Netflix et remplacez-le par ça. Écrivez vraiment ce que vous voulez faire et à quoi ça correspond clairement. Ça peut être la première chose qui est intéressante à faire. Moi, pour vous dire, je le fais tous les 3 mois, je le reprends. Vraiment, tu vois, je le reprends, je le ramène en objectif hebdo et tous les jours, je dis, ok, c'est quoi qui fait le plus avancer ma vie par rapport à tout ce qu'on a vu là. Et je vais essayer de me concentrer au maximum sur ces éléments-là. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Et après, pour la partie vraiment plus technique, c'est le bas de la pyramide. Vous devez absolument avoir une hygiène financière saine, un portefeuille permanent et prévoir d'avoir quelques investissements immobiliers dans votre vie. Voilà. Ma perception, c'est avec ça, vous vous assurez au moins alors pour moi, c'est vraiment le truc minimum et ça fait pas rêver, mais en fait, c'est aussi ce qui est difficile. Alors, je finis ma phrase. Vous vous assurez qu'à 20 ou 30 ans, c'est sûr, vous êtes à l'abri. Et l'incohérence des gens, c'est que quand on leur dit à 20 ou 30 ans, ça les intéresse pas, mais déjà ça, ils l'assument pas. Tu vois, ils mettent déjà pas les actions pour ce truc-là qui est minimum. Donc, c'est ce que je veux vous dire. N'oubliez pas que 20 ou 30 ans, pour certains, vous nous écoutez, vous n'avez pas 20 balais. Et il y a 20 ou 30 ans, en fait, si je vous avais donné les bonnes informations, vous seriez clairement à un autre endroit aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, vous les avez, les infos, passez pas à côté et mettez quelque chose en place. C'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple. C'est juste que vous devez le faire. C'est ça le problème. Ok. Tu vois, en t'écoutant, je me rends compte que c'est comme dans la reconversion, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans tout, c'est que c'est beaucoup lié à des croyances. Et quand il y a des fausses croyances, c'est là qu'on se retrouve dans l'erreur et à perdre du temps, etc. Et en fait, dans ce que tu dis, moi, les 2 fausses croyances principales que j'identifie, qui coincent, la première, c'est de penser, de croire que le revenu, c'est ça qui va nous enrichir. Et la deuxième, c'est de se dire que finalement, la gestion de patrimoine et le fait d'arriver à bâtir une fortune, alors ça dépend de notre objectif, comme tu l'as dit, bien sûr, millionnaire ou d'avoir une retraite au calme, et ben en fait ça c'est privilégié, c'est que pour les personnes qui ont déjà de hauts revenus, mais ça peut commencer avec des revenus plus bas. C'est parfaitement résumé, c'est exactement ça le problème. Est-ce que tu vois d'autres fausses croyances qui peuvent être des La première que tu m'as dit, c'était quoi? Parce excuse-moi, c'est que notre richesse va dépendre de notre revenu. Ouais, c'est ça. Moi, ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus important. C'est comprendre que votre revenu, c'est 2 choses. C'est soit, en fait, d'avoir la chance d'être dans une activité qui vous plaît, parce que tout le monde n'a pas envie de tout faire sauter dans la seconde. Et je vais pas obliger des gens, je te dis, je prends toujours le truc des infirmiers, parce que la Vox Populi est d'accord à dire que les infirmiers sont merveilleux. Donc, tu vois, t'adores ton métier d'infirmier et t'as pas envie de tout envoyer en l'air. Et c'est pas pour autant que t'as pas envie de plus de revenus, plus de liberté, etc. Et c'est ça permet soit d'être dans un métier passion, soit d'avoir ces revenus qui permettent l'épargne pour les intérêts composés et l'effet levier je vais y arriver, pour l'immobilier, pour le crédit. Okay, mais c'est les 2 éléments les plus importants. Je sais pas si je réponds à ta question. Après derrière, c'est le savoir, c'est vraiment comprendre que moi, pendant 10 ans, j'ai pas eu l'information. J'ai pas eu la porte de la pièce où il y avait les informations. Et du moment où j'ai commencé à comprendre que en me concentrant sur le savoir, ça allait changer ma vie. D'ailleurs, on est un très bon exemple de tout ça. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais les masterminds où on est, c'est entre 20 et 30 000 euros l'année. Vous pensez bien si on met 20 à 30 000 euros par an, on n'est pas complètement fou furieux. C'est qu'il y a une raison à ça. C'est que derrière, voilà, il y a un retour sur investissement qui est lié au savoir qu'on peut trouver dans ces environnements-là. Je mange des livres au maximum de ce que je peux manger, j'en mange pas assez, je bouffe toutes les formations que je peux bouffer, parce que ça a été explosif pour moi. Ça a été explosif, cette notion de savoir, de tout simplement, voilà, de faire tout de suite ce que les autres ont découvert pour toi, quoi. Tout simplement. Donc ouais, je mettrai j'attirerai un peu l'attention sur ça, sur le savoir. C'est ce qui a changé ma vie, d'avoir les bonnes informations. Ça me fait une excellente transition justement parce que toi, tu t'es intéressé à tout ça en parallèle de tes précédents jobs qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Comment tu t'es construit tout seul? Est-ce que c'est des rencontres en particulier? Est-ce que c'est des livres, des formations en particulier? Comment tu t'es construit? Alors moi, je me suis construit sur une névrose, comme beaucoup de gens qui ont réussi. C'est cette peur du manque de l'argent. Je dis ça, je mets des gros mots, encore une fois, c'est pour que vous... Voilà, le mec qui est au volant, là, tu vois, il se dit «Ah, quoi, une névrose, de quoi il parle?» Non, mais c'est, voilà, en fait, à la fin du mois, avec ma maman, on faisait les comptes, c'était pas facile tous les mois, on était super heureux, tu vois, j'ai manqué de rien, hein, donc, mais je le vivais comme ça, en mode, oh là là, mais attends, c'est un peu compliqué,
c'est un peu compliqué à la maison. Et en fait, ça m'a drivé tout au long de mon truc. Et ça m'a drivé parce que, comme je te dis, la vérité, c'est que j'avais envie de plein de choses. J'ai toujours eu envie de plein de choses dans ma vie, mais simplement, c'était pas des projets qui ramenaient de l'argent. Et j'ai toujours été, ça paraît bête hein, quand on le dit, mais j'ai toujours été choqué de dire, mais attends, pourquoi tu dois passer ta vie à faire un truc que t'as pas envie de faire alors qu'il y a plein de trucs que t'as envie de faire. Donc voilà, c'est vraiment des phrases d'ado hein, ce que je sors. Mais finalement, c'est des phrases d'ado parce que les adultes ont arrêté d'accepter, tu vois, ils ont abandonné l'idée, quoi. Tu vois, ils se disent bon, bah, ok, voilà, faut travailler. Mais donc le driver force a été ça. Donc derrière, en fait, c'est cette soif, cette prise de conscience. C'est affreux, hein, mais je répète la même chose parce que c'est simple et c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. Ça a été d'accepter ma responsabilité. Et après, j'ai fouillé pendant 10 ans. Alors, on n'avait pas, nous, ma génération, on avait moins Internet, on avait moins toutes les formations en ligne, on avait moins tout ça. La notion de réseau n'existait pas. Je suis né en banlieue de Bordeaux, dans un truc résidentiel, tu vois, de CSP-, tu vois, clairement. Ça n'existe pas, ça. Et donc, en fait, j'avais pas accès à toutes ces informations. Donc, dès que j'ai touché la puissance que pouvait avoir Internet, les formations sur Internet et les réseaux d'entrepreneurs et de gens qui pensaient comme moi, ben en fait, je me suis engouffré dedans. Il y a un phénomène qui est très très connu, c'est que quand vous faites vos premiers séminaires, vos premières rencontres comme ça, avec des gens qui ont les mêmes intérêts, et nous on le vit tout le temps, en fait, vous avez cette sensation soudainement d'être arrivé à la maison. C'est, C'est clair. hein, voilà, Tout c'est à exactement fait ça. ça, j'aurais pas Vous dit voyez mieux. le sourire sur les deux, je sais pas si, alors pour ceux qui sont en audio, vous l'avez pas, mais on sourire bêtement. Parce qu'en fait, il y a cette problématique que peut-être au quotidien, les gens autour de vous vous comprennent pas, ou vous avez, mes phrases d'ado, là, en fait, souvent on dit, bon, c'est bien, t'es gentil, mais passe à autre chose, va travailler maintenant. Et c'est ça l'idée, c'est que mettez-vous au contact de ces gens qui vont aller dans le sens, qui pensent comme vous, et qui vont vous aider de manière bienveillante à avancer vers cet objectif-là, qui est hyper valable, quoi. Écoute, c'est une excellente. Post-ADEME, voilà. Voilà, ça, c'est une bonne C'est le cri conclusion. de guerre. C'est le cri de guerre. Ouais, c'est ça. Et bah, écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus justement. Moi, j'ai souvent une question qui est, mais à quel moment je vais pouvoir poser ma dème? Alors bien sûr, façon de parler, on ne prend pas au sens littéral, on évite la Ouais. démission à proprement parler. Bref, souvent on me demande à quel moment je vais pouvoir quitter mon job. Et notamment parce que nous, on accompagne dans l'entrepreneuriat et donc on voit aussi bien pour des raisons très émotionnelles qu'on a envie de... Je t'en prie. Pardon, excuse-moi, hein, j'ai essayé de m'éloigner, mais bon. Vas-y, file. Oui, c'est que ça peut être pour des raisons émotionnelles qu'on veut quitter son job parce que vraiment on sent qu'on est au bout du rouleau, on est en burn-out, etc. Mais il y a aussi des critères pragmatiques qu'il faut prendre en compte, notamment notre sécurité financière, les Ouais. conditions dans lesquelles on part, etc. Pour toi, avec ton regard à toi sur la sécurisation financière et sur la gestion de patrimoine, à quel moment on peut se dire, OK, là, quelque part, je peux quitter mon job sans avoir trop de risques? Bah, je vais te faire une réponse de Normand, mais là, je suis vraiment obligé parce que c'est la vraie réponse. C'est justement, comme on fait une réponse universelle, c'est justement ça qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas d'universalité, il y a des principes universels, mais il n'y a pas d'humain universel. Donc, en fait, ça va être totalement individualisé. C'est-à-dire que, typiquement, moi, j'avais donc, je quitte mon emploi d'agent immobilier dans le neuf, euh, soudainement pour monter ma boîte sans savoir si ça va fonctionner, parce qu'en fait ma vision numéro une, c'était pas d'être riche et libre, ma vision numéro une, c'était juste de partir du salariat, tu vois. C'était un besoin personnel. Il y a plein d'autres gens qui nous écoutent, qui vont être très bien dans la notion de salariat, qui veulent surtout pas être entrepreneurs, et c'est pas pour autant qu'ils veulent pas un peu plus de revenus, un peu plus de liberté, peut-être poser un an pour partir. Enfin, tu vois, chacun va avoir son délire. Donc, la réponse, elle va être directement adaptée à ça et à ta capacité. Je sais que j'ai un autre exemple aussi. Quand je suis parti avec mon associé dans ce délire-là, moi, j'avais pas de famille avec enfants et tout ça. Lui, il avait déjà 2 enfants, je crois, à l'époque. Donc, tu te doutes bien qu'en termes, voilà, par rapport à tes charges, tu vas pas le faire de la même façon. Mais c'est pas pour autant que justement, on doit retomber, fil rouge, qu'on doit retomber dans l'irresponsabilité par rapport à nos obligations. C'est-à-dire que si c'est ce que tu veux, tu dois en prendre la responsabilité et te débrouiller à y arriver. Donc, si tu as une famille à charge et que tu vas être salarié, bah, tu vas monter des plans en parallèle de ça et tu vas devoir avoir la difficulté de trouver le moment pour le faire, mais le faire. Et si par exemple tu n'as pas de charge, tu es plus jeune, tu es un dingue, vas-y, fonce et c'est pas grave, tu vas poser ta dème 4 fois comme moi, mais au bout d'un moment tu seras super bien. Après, on peut rentrer dans les critères techniques de combien de mois d'avance je vais avoir, etc. Mais je pense qu'en fait chacun il mettra son curseur en fonction de ses envies. Au final, si vous avez vraiment envie, que vous assumez vraiment le projet dans le temps, c'est surtout dans le temps, parce que les espèces de pchit de motivation du samedi après-midi, voilà, du dimanche soir, on les connaît tous. Ce qu'il faut, c'est de tenir jusqu'au jeudi, vendredi. Okay, voilà. Et si vous tenez ça dans le temps, c'est pas possible que ça marche pas, quoi. Enfin,
Tu m'as compris? Je sais pas si ça se Très dit dans bien, ce sens-là. j'ai compris. Voilà, Non, non, mais très bon. clair. Ok. Écoute, excellent. Ben, je te propose trois dernières questions pour ce Ouais, podcast. La première, c'est pas du tout des questions types, notamment celles que je vais te poser là. Euh, ouais. c'est quoi le moment, vraiment un exemple précis, tu vois, que tu as vécu, un moment où tu t'es dit, waouh, heureusement que j'ai fait ce que j'ai fait, heureusement que j'ai posé Madame, parce que sinon je ne serais pas en train de vivre ce moment absolument dingue là. Ça va pas. Je suis désolé, je vais faire pleurer les chaumières, mais pour de vrai, depuis des mois au moins, c'est pas des années, tous les matins, je prends ma caisse et je vais au boulot comme un mec qui va au boulot tous les jours, tu vois. Et je suis dans ma bagnole, alors soit avec un podcast, soit avec de la musique. Et c'est un moment, enfin, j'ai des gros mots qui me viennent. J'ai des grands moments de gratitude, tu vois. Ok. Je suis tellement bien dans ce que, bien sûr, mon boulot c'est de gérer les problèmes, hein. Je suis chef d'entreprise, donc je passe ma journée à gérer des problèmes, tu vois. Et tous les chefs d'entreprise me comprendront. Mais en fait, je suis juste tellement content d'être là où je suis dans mes choix, tu vois. Je suis dans mes choix et j'ai mes problèmes. C'est pas les problèmes qu'on m'a donnés, tu vois, qu'on m'a imposés. Ce sont mes problèmes. Et donc en fait, c'est un peu tous les jours. Et il n'y a pas eu de moment. Alors j'ai eu deux moments comme ça dans ma vie où j'ai fait ouf, ça y est, ça s'arrête. C'est juste après le bac et juste après les pompiers de Paris, justement. Quand je suis parti les pompiers de Paris, je suis monté sur mon scooter et je fais putain, ça y est, c'est fini. Ce qui est particulier parce que l'expérience était vraiment extraordinaire et géniale, mais bon voilà, je vous ai expliqué. Mais par contre, tu vois, c'est tous les jours que je me rends compte entre la vie que j'avais il y a 10 ans et la vie que j'ai maintenant, les possibilités maintenant, la perception, même ma perception de moi-même, tu vois, de ce que je suis et ce que je peux être, et Mm. c'est au quotidien. Et c'est vraiment, c'est un exercice que je m'efforce de faire, de me rendre compte à quel point j'ai une famille merveilleuse, un job génial, et que même si tout s'écroule et que vous apprenez dans 2 ans que j'ai fait faillite, and so what, tu vois. J'étais tellement aligné, quoi, Mm. que c'est pas grave, je repartirai, et ce sera tellement facile de repartir avec tout ce qu'on a appris entre temps. Voilà, ce sera pas un moment agréable, mais ce sera pas, bon, et puis j'ai pas prévu de faire faillite, donc tout va bien. C'est beau. Ok, ok, ok. Ma deuxième question pour toi, c'est l'enseignement clé à retirer de ce podcast. Alors il y a quelque chose que tu as Bah, beaucoup répété. ouais, mais enfin, moi, j'en mets un en avant, c'est assume ta vie, quoi. C'est ça. Du coup, j'en veux un Ouais, deuxième. ouais. Le deuxième enseignement, Ouais. bah, je prends le tien parce c'est vraiment ça la recette du succès, c'est des petits pas. C'est malheureux. En fait, ce qui est affreux quand on essaie de vous dire des choses, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre. Et ce qu'il faut arriver à intégrer et à mettre en place, c'est de comprendre que ce sont ces choses simples, tenues dans le temps, qui vont faire une différence extraordinaire. Et je vous recommande, c'est comme ça, je vais peut-être cramer ta troisième question, le livre, c'est l'effet cumulé. L'effet Oui. cumulé, je me rappelle plus de Gary, je sais plus voilà, qui fait partie des grands classiques de notre vision, qui voilà, ça consiste à dire voilà, cette petite différence tous les jours, ce petit plus, cette petite demi-heure par semaine, à 5 ans, 10 ans, et je prends vraiment des distances très très longues, alors que ça peut être, moi c'est à 5 ans, hein, que ça fait, c'est phénoménal. Donc voilà, ce sera ça mon enseignement, des petits pas, mais sans jamais s'arrêter. Toujours, 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 toujours. Excellent, puisque ma troisième question, c'était pas le livre, c'était Ah, justement le petit pas pour les auditeurs à faire dans les 24 heures qui suivent l'écoute de cet épisode. bon, pour pas faire, on va pas vendre nos formations, on va pas faire ça. Donc, alors, non, pas nos formations. Non, faites votre vision. Faites votre vision. Donc, vous prenez une feuille de papier et vous décrivez. Alors, sans partir dans le vrille, hein, vraiment, voilà, ce qui vous paraît être la vie que vous aimeriez vivre, pas la vie de vos rêves débiles, cocktails, etc. Non, ce que vous aimeriez avoir comme mode de vie. À quoi ça correspond au quotidien. Et une fois que vous avez fait ça, parce que ça c'est bien, mais ça sert pas à grand chose, vous le traduisez techniquement, matériellement. Ça veut dire quoi comme emploi du temps? Ça veut dire quoi comme revenu? Ça veut dire quoi comme, voilà, comme contrainte et avantage? Parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, ok, mon objectif c'est ça. C'est ça que je veux atteindre, c'est ça que, voilà, c'est mon objectif, tout simplement. Et donc après, la troisième étape, mais ça c'est pas pour demain, ce sera de dire, ok, comment j'y arrive? Voilà. Écoute, Et je rappelle que ça, moi, je le fais tous les trimestres. Je suis au rendez-vous tous les trimestres pour réécrire ma vision personnelle, la traduire en objectif à 3 ans, à un an, à un mois, je la ramène à une semaine, etc. Et après, j'essaie de mon mieux, c'est jamais parfait. et Donc déjà, faites-le demain, c'est déjà bien. ça évolue beaucoup ou pas d'un trimestre à l'autre? Non, ça évolue, mais pas beaucoup. Ça a évolué après la vision 1. Il y a vraiment eu la vision 1 qui était sortir du salariat, c'était vraiment une souffrance pour moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et donc quand j'ai passé la vision 1, là après on est parti sur plus être rentier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, avoir être rentier, ça veut dire juste
je m'intéresse pas spécifiquement à l'argent et je peux être dans mon projet de vie de manière plus globale. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, je note et puis ça me fait penser que moi aussi, je vais mettre à jour cette vision que j'ai travaillée à peu Ah, près tu 6 mois, vois, il y a à peu près 6 mois. même les meilleurs le font pas. Ouais, la dernière fois, Ça c'était il y faut a 6 mois. Donc, écoute, mon petit pas aussi, c'est de revoir cette vision. Donc, bah, écoute, merci Jean pour cet épisode. C'était un plaisir de pouvoir avec discuter grand plaisir. de tout ça Ouais, c'était avec chouette. toi. Donc, voilà, j'espère que ça va plaire à ceux qui ont écouté. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Charlotte.